Je vous présente Dimitri Kravchenko, chercheur en histoire, spécialiste en relations russo-yougoslaves. Alors voilà, sur le même principe, il y a un petit exposé qui doit durer quoi, une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Et après, on va faire une demi-heure de questions. Je vous laisse gérer. Vous venez au micro. Et voilà. D'abord, je veux remercier Égalité et Réconciliation de m'avoir invité à venir parler de la Russie. En guise de préambule, je peux dire que je partage tout à fait ce qui a été dit par mon prédécesseur à cette table sur la réalité de la Russie. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire une petite histoire de la Russie contemporaine, ses origines, et de vous présenter en fait le travail qui a été accompli par l'administration du président Poutine et maintenant par l'administration du président Medvedev comme un modèle de redressement national. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que la Russie est descendue aux enfers et qu'elle en est remontée. Parce qu'à un moment, une volonté populaire s'est incarnée dans la volonté d'un homme et d'une administration. Et ce qui montre pour nous qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a rien d'irrémédiable, et que s'il y a une volonté populaire et quelques hommes de bonne volonté, eh ben on peut redresser et rapidement un pays qui est descendu, qui a failli éclater. Donc il est de plus en plus difficile aujourd'hui de parler de la Russie comme un pays ruiné, où règnent les riches et où souffrent les pauvres, où les orphelins courent pieds nus dans les rues, où les drogués sont prêts à se prostituer pour une dose. C'est de plus en plus difficile et pourtant, je suis arrivé de Russie mercredi dernier et alors tout le monde me parlait d'un reportage qui avait eu lieu, je ne sais plus sur quelle chaîne française. Donc on parle comme d'habitude des riches, de la prostitution, des boîtes de nuit et des gens qui meurent de faim. Bon, bien sûr, quelqu'un qui voyage ne serait-ce qu'une semaine en Russie, ne serait-ce qu'à Moscou, s'il a un peu plus de temps, il va dans l'Oural, à Ekaterinbourg, ou en Sibérie, à Novosibirsk, la Silicon Valley russe, ou dans le sud, à Rostov, il se rend bien compte que c'est pas vrai. Qu'aujourd'hui, la Russie est un pays en plein redressement, un pays riche, et avec un potentiel énorme. Maintenant, il est évident que la Russie, c'est pas encore le paradis sur Terre, je crois qu'on ne le trouvera pas. C'est un pays qui, il y a encore 18 ans, sortait du communisme, qui pendant 10 ans a vécu dans la gabegie yeltsinienne au milieu des oligarchies corrompues. Donc je vais traiter ce sujet en trois plans, en trois parties. Tout d'abord, vous expliquer un peu les origines de la Russie contemporaine, qui explique beaucoup de choses, notamment sur la mentalité des Russes. Pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement pour Vladimir Poutine? Dans un deuxième temps, je vous expliquerai un peu qu'a fait Poutine et un peu la chronologie du redressement de la Russie. Et dans un troisième temps, j'essaierai de tirer les principes de redressement qu'on pourrait appliquer à la France si, Dieu le veut, Inch'Allah, vous arrivez au pouvoir. Puisque c'est un peu le but quand même. Hein. Le but c'est de prendre le pouvoir, c'est pas de discuter pendant des heures. Donc, les origines de la Russie contemporaine. La crise qu'on vit aujourd'hui, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qu'a connu la Russie il y a 18 ans. Il faut remonter un peu le fil de ces 20 dernières années pour comprendre. Quand Poutine parle d'une catastrophe sans précédent dans l'histoire de l'humanité pour l'URSS, il a raison. C'est pas qu'il regrette Staline, c'est pas qu'il regrette le système stalinien. Poutine parle de catastrophe parce que c'est une catastrophe économique, humaine, politique, sanitaire, qui coûtera à la Russie 1,5 million de morts. Tout d'abord, catastrophe économique. La production industrielle russe s'effondre complètement. L'économie passe par pans entiers entre les mains d'une oligarchie corrompue qui, elle, est russe, qui le dit ouvertement, avec même un ministre, le fameux Gaïdar, qui s'occupe des privatisations, qui ouvertement dit qu'il méprise le peuple russe et que cette thérapie de choc conseillée par les spécialistes américains des banques qui aujourd'hui font faillite, c'est bien fait pour les Russes. C'est un peuple de paysans et c'est normal qu'ils se fassent écraser. Après tout, ils l'ont bien mérité, quoi. Le système de santé s'effondre, donc comme je vous l'ai dit, l'alcoolisme croît de manière asymptotique et entraîne la mort d'1,5 million de Russes. Et tout ça dans l'indifférence complète des élites. Et soit l'indifférence, soit l'impuissance en fait de Boris Yeltsin. Donc c'est un personnage assez intéressant. J'en pensais beaucoup de mal à une époque, j'en pense un peu moins de mal maintenant. Et puis au moins c'est lui qui a choisi Poutine, donc il n'est pas si mal que ça. Et donc catastrophe sanitaire pour les Russes. Catastrophe humaine, et c'est de ça dont Poutine parlait lorsqu'il parlait de la catastrophe de la fin de l'URSS, c'est que les Russes vivaient de partout. Vous voyez.
vivaient partout en URSS. Ils circulaient librement. Imaginez que du jour au lendemain, vous soyez obligé d'avoir un visa pour aller au sud de la Loire. C'est un peu ce qui arrivait en Russie. D'accord. Mais personnellement, ma femme est russe, elle a du sang ukrainien, elle a des origines polonaises, elle a de la famille à Koursk, à Mourmansk. Et à l'époque, on pouvait vivre partout. Les gens naissaient à Chimkent au Kazakhstan et ils étudiaient à Moscou et ils travaillaient en Biélorussie. Et tout ce monde-là, tout d'un coup, disparaît. Et aujourd'hui, vous êtes obligé de demander un visa pour aller voir votre famille en Géorgie. Et là, je rejoins ce que disait mon prédécesseur. La Russie, effectivement, c'est un pays multinational. Et le grand problème de Saakachvili, et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à mentir à son peuple, c'est qu'il y a 300 000 Géorgiens qui vivent à Moscou. Donc il a pu interdire les chaînes de télé russes, il a pu interdire tous les sites internet .ru pour empêcher que les Géorgiens sachent la vérité. Mais tous les jours, les familles géorgiennes appelaient leur famille au téléphone. Et les Russes disaient, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de bombarder aux lance-roquettes multiples la capitale Tskhinvali? Catastrophe sociale, où en fait, et ça c'est très important pour comprendre aujourd'hui la mentalité des Russes, où l'Union soviétique a été terrible à certaines époques et pour un pourcentage quand même réduit de la population à la fin de l'Union soviétique. Et malgré tout, les Russes et les peuples de l'Union soviétique ne vivaient pas si mal. Ils ne vivaient pas de manière très riche, mais vous économisiez toute votre vie, quelques centaines ou quelques milliers de roubles, et ça vous permettait à votre retraite, qui était modeste mais qui vous permettait de vivre, d'acheter une Dacia et de commander une voiture soviétique que vous auriez dans 3, 4, 5 ans. Bon. Mais cela dit, les gens n'étaient pas malheureux, et de toute manière, il n'y avait pas une opulence, il n'y avait pas, ce dont parlait Alain, les quartiers VIP partout que vous regardiez sont des filles magnifiques que vous ne pouviez pas, même pas approcher parce qu'elles ne vous regardaient même pas. Donc en fait, les gens vivaient bien. Et même les gens riches que vous côtoyez, mais qui ont connu l'Union soviétique, vous disent qu'ils regrettent ça. Hein. J'en fréquente quelques-uns, ils m'ont dit, il y a des gens qui ont bien réussi, qui sont riches à millions, vous disent, quand même à l'époque, on était solidaires. Un peu comme quand on a un mauvais chef, on se serre les coudes. C'est à peu près ça, quoi. Et donc ce bien-être social, cette tranquillité qu'avait l'homo soviéticus lorsqu'il avait 20 ans, puisqu'il savait où il étudiait, il savait ce qu'il attendait, il savait comment il finirait. S'il était membre du parti, il savait qu'il aurait le droit à un peu plus que les autres. Mais globalement, une société assez égalitaire, cette tranquillité tout d'un coup a disparu. Et c'est pour ça que ce que disait Alain est vrai. Au moins pendant les années 90, Gorbatchev ne pouvait pas se promener en ville en Russie, c'est impossible. Il se faisait écorcher par les babouchkas ou par les gens qu'il croisait. Parce qu'il a détruit ça, à cause de sa perestroïka catastrophique et cette transition également catastrophique vers la Russie de Yeltsin. Pour vous imaginer, donc, je vous dis, les Russes économisent pendant toute sa vie quelques centaines de roubles qui devaient lui permettre d'acheter cette Dacia, d'acheter cette Gigouli, cette voiture russe. Et avec la libéralisation brutale des prix, conseillée par les conseillers américains à l'époque en Russie, du jour au lendemain, je crois que c'est entre le 30 mars en gros le 5 avril 91, il n'est même plus capable de s'acheter un morceau de pain. Imaginez-vous, vos économies toute vie, votre retraite, vous n'êtes même plus capable de vous nourrir. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que je vous dis, la crise, pour l'instant, la crise qui se passe en ce moment, c'est rien par rapport à ce qui est arrivé aux Russes. C'est une catastrophe criminelle, parce que forcément, avec le repli de l'État et l'arrivée des oligarchies, la nature ayant horreur du vide, les mafias arrivent. Donc après, on pourra peut-être en parler dans le cadre des questions, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les mafias en Russie sont ethniques, elles se partagent un peu les différentes activités. C'est l'apparition de la mafia tchétchène, très puissante. Donc, et la désorganisation complète des services de sécurité qui, eux, ne savent pas lutter contre cette mafia. Hein. Après, on pourra peut-être un peu rentrer dans les détails, mais on verra que si justement la reprise en main du pays contre la grande criminalité est venue du fait que les Russes ont appris à lutter contre la mafia. Et croyez-moi, ils ont bien appris. Enfin, c'est la catastrophe nationale où la Russie a failli disparaître sous les séparatismes. Donc on a beaucoup parlé des guerres en Tchétchénie. Mais il faut voir qu'à un moment, même le Tatarstan a failli faire sécession. Hein. C'était déjà la Russie sans le Tatarstan, ça disparaît. Bon. Donc il n'y a plus de cohérence géographique. Donc le pays est passé vraiment près de la dissolution. Et enfin, c'est une catastrophe internationale où les minorités russes sont opprimées dans les pays baltes, comment dire, même humiliées, puisqu'on déboulonne les statues
des héros de la Grande Guerre patriotique, et où bien sûr les Russes abandonnent leur allié traditionnel serbe sous les bombes de l'OTAN, hein, et même contribuent en fait à la reddition d'une armée serbe qui n'a jamais perdu la guerre. Donc cet échec de la transition yeltsinienne a eu un effet bénéfique, c'est qu'elle a guéri les Russes de la confiance naïve qu'ils avaient envers l'Occident. Parce qu'on essaie de vous montrer aujourd'hui le peuple russe comme un peuple de moujiks, complètement abruti, et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas aux bienfaits de l'Occident. Mais en fait, c'est faux. En fait, la Russie, au début des années 90, elle regarde Dallas, elle regarde l'Occident, elle a de tous les téléfilms français les téléfilms américains un peu bidons, et elle rêve de cet Occident. Et pour eux, comme le système soviétique s'est planté, les gens, les Américains, les Français, il y a une chanson à l'époque, c'est American Boy, vous arrivez avec votre passeport français, vous rentrez partout, les restaurants, les boîtes de nuit, vous êtes la vedette. Parce qu'ils sont très ouverts vis-à-vis de l'Occident. Et l'Occident leur ment. L'Occident, au lieu de les aider à sortir tranquillement du communisme, leur impose ce traitement de choc qui en fait vise à ruiner la Russie, à la détruire géographiquement, économiquement et humainement. Et au moins aujourd'hui, les Russes, ils s'en sont revenus de cette admiration béate qu'ils avaient un peu au début des années 90. Donc comme je vous l'ai dit, la Russie n'est pas passée loin de l'effondrement complet au milieu des années 90, mais pourtant le sursaut se produit. Il se produit dans un premier temps, en fait, en 98, avec l'arrivée d'un homme qui s'appelle Evgeny Primakov. Donc je vous recommande la lecture des mémoires, puisque lui, il explique ça vu de son point de vue. Et en fait, qui déjà traduit une volonté de réforme, de reprendre en main l'État, de recréer les forces de l'ordre, de mettre un frein à la mafia, de reprendre le contrôle sur les oligarques, de reprendre le contrôle sur tout ce qu'ils ont volé. Et malheureusement, ou heureusement, puisqu'après il y a eu Poutine, Primakov n'y arrive pas cette fois-là. Et les oligarques qui entourent Yeltsin, Berezovsky, obtiennent son départ. Et donc, ils se disent qu'il leur faut quand même un pion qui puissent contrôler comme ils ont contrôlé Yeltsin. Et là, ils choisissent un petit bonhomme qui baisse toujours la tête. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images quand Yeltsin l'a désigné, c'était en janvier, je crois, en janvier 2000 comme son successeur. Il est le Premier ministre, assez glorieux puisqu'il a gagné la deuxième guerre en Tchétchénie, enfin au moins il est en train de la gagner. Il arrive, il dit oui, je vais bien obéir, je vais être gentil, je ne vais pas m'attaquer. Et en fait, ça va être l'homme qui va redresser la Russie à une vitesse extraordinaire, avec une volonté extraordinaire, et qui bénéficiera pour ça du soutien du peuple russe entier. Et cet homme que, maintenant vous venez de le voir, j'admire particulièrement, et bien en fait, ce que je veux maintenant en deuxième partie vous expliquer, c'est ce qu'il a fait pour redresser la Russie et la vitesse à laquelle il l'a redressée. En 8 ans d'exercice du pouvoir, Vladimir Poutine rétablit l'autorité russe. Il met au pas les oligarques, redresse l'économie, crée un fonds de stabilité qui lui permet aujourd'hui d'envisager la crise avec une relative sérénité. L'argent qu'aujourd'hui Sarkozy réinjecte, cet argent n'existe pas. C'est votre argent. C'est l'argent que vous allez payer dans vos impôts, je ne sais pas, ou vos enfants, vos petits-enfants, parce qu'il est tellement en train de s'endetter qu'il n'y a plus de limite. En revanche, lui, l'argent, quand Poutine dit « je réinjecte 150 millions de dollars dans l'économie », il les a dans son coffre. Parce qu'il a géré la Russie, non pas dans l'endettement, mais en créant un fonds de stabilisation. Il a géré la Russie comme un père de famille. Ce que n'ont pas toujours compris les économistes occidentaux, justement, qui disaient « mais pourquoi ils ne s'endettent pas? C'est tellement tendance de s'endetter, c'est tellement génial. » Ça prouve qu'on a confiance en l'avenir, comme disait Sarkozy lorsqu'il proposait le crédit hypothécaire il y a 1 an. Hein. Donc il remet la Russie au premier rang, dans le concert des nations, il pacifie le Caucase, il entreprend avec succès le redressement moral du peuple russe, et avec comme objectif stratégique ultime le redressement démographique. Car s'il y a un problème réel aujourd'hui qui menace la Russie, c'est la démographie. Mais on va voir que les mesures sont déjà prises et qu'elles commencent déjà à donner des résultats tout à fait encourageants. Donc Poutine, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, c'est 8 ans de croissance. 8 ans de croissance à 8% minimum, ça fait rêver en France. C'est une réserve, c'est la 3e réserve de cash au monde, 600 milliards de dollars, économisés sur les revenus pétroliers, qui vont aujourd'hui, pourraient lui permettre, dans le pire des cas, de tenir 2 ans, sans tomber dans le déficit budgétaire. C'est la pacification et la reconstruction de la Tchétchénie. Peut-être est-ce que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de la Tchétchénie sans arrêt? Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus Manon Loiseau, journaliste, aller pleurer sur les ruines de Grozny? Parce que Grozny est une ville reconstruite et riche, une des plus belles villes de Russie. Donc aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne. Ça intéresse quand on torture, ça n'intéresse pas quand on construit.
On peut encore également souligner l'intelligence de la politique de Poutine, qui a accepté de s'allier avec un clan qui s'était battu contre la Russie en 95-96. Le clan Kadyrov s'est battu contre la Russie pendant la première guerre en Tchétchénie. Et l'intelligence et la réconciliation, Monsieur le Président, de Poutine, c'est ça. Et on va le voir, c'est cette réconciliation de la Russie avec son passé tsariste, son passé soviétique, avec ces peuples caucasiens, ces peuples sibériens. C'est typique de sa politique. Poutine signe un traité frontalier avec la Chine. Il faut savoir que depuis en fait le conflit sino-soviétique dans les années 60, il y a même eu des combats à la frontière sino-soviétique. Poutine, qui comprend l'intérêt justement d'unir les terres émergées, règle ce problème et signe un accord de paix avec la Chine. Et surtout, ce que nous pouvons aujourd'hui apprécier particulièrement, c'est la rapidité et la brutalité de la mise au pas des oligarques, qui, dans le fonctionnement normal de toute une démocratie, est une véritable gangrène, puisque ça fausse tout, les élections, les décisions, les États, les corps intermédiaires. Arrivé en mars 2000, Poutine, en moins de 6 mois, se débarrasse des deux plus puissants oligarques qui l'ont choisi. Berezovski, aujourd'hui en fuite à Londres, Goussinski, aujourd'hui en fuite à Tel Aviv. Sans commentaire. Au bout de 6 mois, il a repris le contrôle de Gazprom, donc qui est, je pense que vous le savez, on commence à beaucoup en parler. Donc Gazprom, c'est la société d'État de production, qui n'était plus d'ailleurs, de production du gaz, qui est en fait un vecteur de richesse, qui est un vecteur d'influence politico-stratégique. Et c'est également, et ça on ne le dit pas assez, Gazprom contrôle également Transneft, qui est en fait la société qui contrôle le transport des hydrocarbures en Russie. Et c'est très important puisque notamment le gaz kazakh ou le pétrole kazakh ou turkmène passe par ces tuyaux-là. Donc il reprend le contrôle de Gazprom. Et en fait, en 6 mois, pour les gens intelligents et bienveillants, on se rend compte de ce que va faire Poutine. C'est-à-dire remise au pas des oligarques et reprise en main des sociétés d'État russes, de l'industrie russe qui a été volée par les oligarques. Et pour ça, en fait, alors le paradoxe aujourd'hui, c'est que cette reprise en main risque de se s'achever maintenant grâce à la crise, puisque les oligarques se sont endettés pour augmenter leur empire. C'est le cas de Russalumini avec Oleg Deripaska, c'est le cas de notre oligarque qui s'appelle Friedman. En fait, ils se sont endettés et aujourd'hui n'ont plus les moyens de payer. Donc ils sont allés voir vers l'État russe pour que l'État russe les aide. Et connaissant Poutine et Medvedev, à mon avis, ce ne sera pas gratuit. Donc Poutine, en fait, convoque les oligarques et leur impose de nouvelles règles. Officiellement, il les convoque tous dans la presse et il leur dit, voilà, nouvelles règles. Vous devez payer vos impôts, vous devez réinvestir l'argent que vous avez gagné ou volé en Russie et vous ne devez plus faire politique. Et bien, la plupart se soumettent. Vous voyez, comme quoi c'est un peu d'autorité. Et c'est pas aujourd'hui, c'est le Poutine, après 6 mois de gouvernance, qui dit ça. C'est pas aujourd'hui le Poutine tout-puissant qui fait un peu ce qu'il veut. Il y en a qu'un qui refusera, qui commencera à vouloir financer le Parti communiste, les partis libéraux. C'est aujourd'hui fabrique des moufles en Sibérie. Voilà. Et il réfléchit à... Et il réfléchit. On peut peut-être donner son nom. Mikhail Khodorkovsky. Je crois qu'il y a eu un problème de harcèlement sexuel, non? Oui, pour le plaisir. Je ne veux pas être méchant, mais... En fait, les Russes quand c'était une époque, notamment l'époque soviétique, quand ils voulaient compromettre notamment un journaliste qui leur était pas très favorable, ils faisaient en sorte qu'il se fasse tuer dans un jardin public et là on disait qu'il avait fait des avances homosexuelles. Donc on plaisante pas mal sur... On dit que le pauvre Khodorkovsky a fait des avances homosexuelles à ses camarades de cellule, c'est pour ça qu'il est puni. Donc, il a pris quoi, 8 ans de plus, c'est ça? Pas encore, mais en fait, faut savoir que quand il a créé donc son Yukos, son conglomérat. En fait, le but de Khodorkovsky, je ne pense pas que c'était de devenir président, parce qu'en fait, il est juif et il sait qu'en Russie c'est très peu populaire, donc il avait peu de chances de devenir. En plus, il est oligarque, donc ça faisait 2 bonnes raisons qui feraient qu'en Russie il avait peu de chances d'être président. Mais en revanche, il voulait créer la première puissance hydrocarbure privée du monde. Et il voulait privatiser Gazprom.
Et en plus, il voulait vendre une partie de pour cette privatisation, il voulait vendre une partie de Yukos à Exxon, aux Américains. Et c'est là où c'est pas passé. Et on raconte d'ailleurs, c'est vrai, qu'en fait le président Poutine avait reçu le directeur général d'Exxon, un Américain, au Kremlin en lui disant écoutez, on est tout à fait favorable à ce que vous participiez, en tant qu'actionnaire au développement des sociétés pétrolières russes. Et là, le directeur d'Exxon dit mais monsieur le président n'avez pas compris, nous allons tout racheter, nous allons tout contrôler. Et une semaine après, Khodorkovsky est arrêté dans son avion et partait pour un long procès et plusieurs années de prison. Et il faut savoir que lorsqu'il a créé donc Yukos, le principal actif de Yukos c'était Lugansk-Neftegaz. Et pour obtenir cette privatisation, comme par hasard, le maire de Lugansk s'est fait assassiner, le gouverneur aussi. Enfin, c'était un bain de sang. Et donc, je pense qu'ils ont de quoi le garder en prison jusqu'à la fin de sa vie, à moins qu'il se soumette. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais de toute manière, là où il est aujourd'hui, il est plus vraiment, il est hors d'état de nuire. Et c'est pas plus mal. Donc le redressement démographique, l'ultime tâche de Poutine, qui montre encore une fois que, comme je dis, il n'y a pas de fatalité, notamment démographique. Le problème est pris à bras-le-corps vraiment en 2006. Il faut savoir qu'à cette époque, encore aujourd'hui, vous lisez l'expansion sur la Russie, catastrophe démographique. En 2050, la Russie sera moins de 100 millions d'habitants, etc., etc. Donc, comme si en fait les chiffres que vous avez de décroissance de la population aujourd'hui vont durer comme ça sans qu'il rien se passe jusqu'en 2050. Et bien pourtant aujourd'hui, en 2006, il y a un ensemble de textes qui est de Poutine et Medvedev, qui est publié, qui s'appelle Nationalne Prioritet, donc priorité nationale, et dans lequel sont exposées toutes les mesures qui visent à redresser la démographie russe. Et c'est quasiment 70%, 65-70% des textes. Donc c'est pour bien dire que le Kremlin a bien pris la mesure de l'enjeu. Donc c'est des mesures de logements sociaux, c'est des mesures d'aide aux femmes. Pour chaque enfant aujourd'hui en Russie, à partir de deuxième enfant, une femme touche $10 000 en différentes subventions, etc. Et petit à petit, en fait, on recrée ce système social qui a complètement disparu avec l'Union soviétique. Bon, c'est pas encore parfait, mais bon, cela dit, ils sont sur la pente ascendante dans ce domaine, et vraiment l'enjeu démographique est pris avec beaucoup d'importance. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la mère de famille devient une héroïne. À partir de 3 enfants en Russie, une mère de famille est héroïne de la Russie quand même. Donc il y a l'année de l'enfant, l'année de la femme. Vous êtes pas, ça me rappelait une émission que j'avais vue sur YouTube d'Alain Soral où il y avait une espèce d'hystérique de 35 ans qui bossait dans la c'est mon choix, je crois. C'est mon choix, voilà. Et qui d'emblée a attaqué mission politique. Voilà, qui a attaqué cette pauvre femme souriante parce que cette espèce de sous-femme, en fait, cette conne, elle était mère de 3 ou 4 enfants, et voilà. Et en Russie, une mère de 3 enfants, c'est une héroïne. Voilà. Et c'est à titre officiel. Et ce qui est également très intéressant, et ça c'est mon épouse qui m'a montré ça, c'est qu'en fait ça suit dans la presse people. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode en Russie dans la presse people, c'est de montrer la vedette de la chanson, machin, qui attend son deuxième enfant, on la voit avec son petit ventre, etc. Donc en fait, les élites sont pas, c'est pas des héros en fait, ils suivent. Aujourd'hui, la mode, c'est d'avoir des enfants, et tout le monde va, toutes les vedettes, toutes les boys bands et les girls bands vont tous tomber enceintes parce que c'est tendance, quoi. Donc ça, c'est fait de manière très intelligente, et ça marche. Et ça marche parce que entre janvier 2007 et janvier 2008, il y a eu 16,5% de naissances en plus. Qu'aujourd'hui, la Russie a battu le record du baby-boom d'il y a 25 ans de l'Union soviétique, avec plus de 2 millions de naissances en un an. Donc ça marche. Et aujourd'hui, je commence à voir ce que je ne voyais pas il y a 9 ans quand je suis arrivé, c'est-à-dire les poussettes doubles. Avec deux gamins. J'en ai vu une, ça y est. J'en ai vu une. Dans mon immeuble, il y a des familles avec 3 petits garçons. Il y a de plus en plus de familles nombreuses. Voilà. Et donc c'était le choix politique de la Russie de ne pas dire, de toute manière, notre peuple est condamné en tant que peuple, donc on va faire venir une immigration qui existe déjà de toute manière, mais de prendre le problème à bras le corps. Donc c'est un bon exemple. Voilà. Donc
voilà, je vous ai décrit la situation, la Russie est descendue aux enfers, elle en est remontée grâce au peuple russe, grâce à son président, grâce à son nouveau président. Et je pense qu'il y a des principes de redressement qu'on peut tirer un peu de ce travail qui a été fait, qui peuvent nous faire réfléchir. Et pourquoi pas, le jour où vous prendrez le pouvoir, et je vous le souhaite, ce sera des idées que vous pourrez appliquer pour ce redressement national qu'on espère tous. Le redressement de la Russie, il a été rendu possible par la conjonction des qualités et de la volonté du peuple russe. Je peux en parler parce que je ne suis pas russe. Et surtout, cette conjonction avec la volonté de ses élites. La qualité du peuple russe, je dirais, c'est le patriotisme intégral, peu théorisé, pas agressif, et qui rassemble l'ensemble de la nation autour aujourd'hui de l'immense sacrifice de la Grande Guerre patriotique. Je m'explique. Patriotisme intégral, c'est-à-dire qu'en fait, avec les Russes, quand vous leur demandez pourquoi vous aimez la Russie, pourquoi vous aimez être russe, il va dire parce que je suis russe. Et vous savez, nous, Français, Latins, on aime bien théoriser, oui, mais là, j'aime la France parce que blablabla, universalisme, ou voilà, cette manière de penser à la française. Le Russe, il aime sa patrie comme il aime son père et sa mère. Et je trouve ça très sain. Et c'est un patriotisme qui n'est pas du tout expansionniste. Et ça c'est très important parce que c'est un mensonge. Quand on dit que les Russes, ils rêvent de reconstruire, d'envahir la Géorgie, qu'est-ce qu'ils en foutent de la Géorgie, quoi. Bon. Et donc, ce patriotisme sain a toujours tenu en Russie, il transcende les générations. Et c'est vrai que si vous venez en Russie, notamment à Moscou, qui est une ville très riche, vous serez un peu choqué par l'américanisation, le côté VIP. Mais cela dit, le 9 mai, à la fête de la victoire de la Grande Guerre patriotique, tout le peuple russe, quelle que soit la génération, quelles que soient les classes, il célèbre ce sacrifice incroyable de 27 millions, selon les chiffres russes, de morts, qui a coûté 27 millions de morts à la Russie, et qui lui permet en même temps de ne pas être complexé vis-à-vis du reste du monde, avec ces 27 millions de morts. Et ça, vous voyez les enfants jouer avec des pistolets, même des petites filles, et ça choque pas, c'est pas, oulala, mon Dieu, pas jouer avec des armes. Donc, ça c'est très important en fait, l'importance du 9 mai et de la Grande Guerre patriotique. C'est vraiment le ciment de la Russie moderne aujourd'hui. C'est une vision concrète c'est un peu comme ce que devrait être le 11 novembre pour nous en fait. Et Poutine a remis l'hymne soviétique, voilà, et le drapeau rouge, je crois. Voilà, exactement. Donc ça j'y viens. Voilà justement, c'est qu'en fait, et en plus il y a une volonté de réconciliation de la Russie. C'est très barésien, avec son passé tsariste et révolutionnaire. Parce que l'Union soviétique, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas que du mauvais. Qu'est-ce que vous pensez d'une société où le héros, c'est l'astronaute, l'ingénieur, le soldat en tant que défenseur de la patrie, le professeur, c'est pas mal comme valeur. Et c'est mieux que la Star Academy. Donc voilà, donc si vous voulez, tout n'est pas rejeté dans l'Union soviétique, et je pense que les gens qui sont là, c'est des valeurs que vous aussi vous appréciez, que vous aimez. J'ai discuté hier avec un professeur ici, là, sa place en Union soviétique aurait été bien meilleure, pas forcément son salaire, mais sa place aurait été bien meilleure du point de vue du prestige qu'elle l'est aujourd'hui en France. Et dans le Staline bombardé en 1943, Staline faisait jouer Shostakovich. N'oubliez pas ça. C'est ça. Ce qui prouve qu'il n'avait pas trop mauvais goût en musique. Et l'armée rouge chantait les chants de l'armée impériale. Poutine, un des premiers gestes qu'il fait, il remet l'hymne soviétique, qui est grandiose, parce qu'il avait été remplacé à l'époque de Yeltsin par un espèce d'hymne un peu minable, et ça manquait notamment aux sportifs qui gagnaient les médailles. Le drapeau russe se lève, mais un petit coup de hymne soviétique, donc il a changé un peu les paroles, c'est plus Sovetski Soyouz, mais c'est Rossiya Держава. Mais en fait, c'est la même musique. Et en même temps, il remet la décoration suprême dans l'armée rouge, c'est l'ordre de Saint-Georges. Et tout est à l'avenant. Il y a une semaine en Russie est sorti un film qui s'appelle Admiral. Donc je suis allé le voir, c'est une grande production, digne des grandes productions hollywoodiennes. Et je m'aperçois au bout de 5 minutes qu'en fait, c'est l'histoire de l'amiral Kolchak. Donc pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, Kolchak, c'est le premier grand chef russe blanc, anti-révolutionnaire. C'est intéressant quand on vous dit en France que Poutine essaie de recréer l'Union soviétique. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'en fait, ce film, il est produit par Pervier Canal, qui est une chaîne d'État russe. Donc, il traduit exactement le message que l'État russe veut faire passer à son peuple. Et notamment, à un moment, les Blancs de Keppel réussissent à battre les bolcheviks. Ils commencent à enterrer, et un des acteurs dit...
un des soldats donc blancs dit mais pourquoi est-ce qu'on enterre les bolcheviks? Et la réponse, et ça c'est tellement symbolique de ce qui se passe en Russie aujourd'hui, c'est bolcheviks ou pas, c'est tous du peuple orthodoxe et on va enterrer tout le monde. Et ça c'est le message que fait passer aujourd'hui le président du Parlement de la Douma a dit que l'assassinat de la famille impériale était un crime atroce. Imaginez-vous aujourd'hui est-ce que l'État français est prêt à produire un film avec en vedette Cadoudal ou La Roche-Jacquelin et à financer. Je pense que notre révolution a eu lieu il y a 2 siècles, on n'est pas encore prêt à faire ça. Oui. Donc pourtant c'était des grands chefs de guerre, qu'on soit révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Voilà, donc c'est vraiment, et ça je pense que ça s'inscrit bien dans le cadre de votre mouvement, hein, égalité, réconciliation, c'est vraiment la politique de réconciliation nationale de Poutine. C'était un peu le discours de Valmy du président Le Pen, qui disait de la France je prends tout, et qui établissait une continuité entre l'ancien régime et ce qui a succédé à la Révolution française, où chez nous, chez les nationalistes, c'est un peu genre, est-ce qu'on doit tout jeter avant ou tout jeter après? Et il disait, il y a une continuité du génie français, il y a Louis XIV, il y a Napoléon, etc. Et je pense que si on passe pas par cette lecture-là, on est très affaibli. Voilà. Et je pense que ce que je veux dire, notre camarade, parce que j'ai vu un petit sourire sur la Vendée là-bas, par notre ami plus marxiste que moi encore, c'est de dire en gros, il y a des grands Français dans tous les camps, et nous devons prendre tout ce qui est de l'ordre, tout ce qui fait la grandeur de la France dans son histoire, les Capétiens, etc. Sinon, on est en fait un pays aux racines atrophiées, un pays faible. Et effectivement, dans l'idée de réconciliation nationale, on a l'axe vertical et l'axe horizontal. Nous prenons tous les Français, quelle que soit leur confession, si ce sont des patriotes. Il y a des patriotes musulmans aujourd'hui en France, et puis il y a des petits salopards de blancs catholiques que je vois à la Gay Pride et à la Technoparade. Et nous prenons aussi toute la grandeur de la France, de Hugues Capet, du baptême de Clovis, Louis XIV, Napoléon, on prend tout. Voilà, c'est cette idée-là. Tout ça, c'est le génie français. Et si on ne fait pas ça, on est faible. Voilà. Donc il y a une volonté stratégique là-dedans, hein, en plus, je veux dire, en dehors même du jugement moral. Hein. Voilà, je pense que c'est ça le... C'est exactement ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le cinéma russe, en fait, bon, qui passe pas tellement en France, mais Hervé Canal est capable de produire un film sur l'amiral Kolchak, de produire un film sur la Diviate Roth, sur la guerre en Afghanistan, sur la Deuxième Guerre mondiale, donc ils font pas de... Pour eux, il y a une suite... Il y avait aussi le symbole très fort de Poutine se rendant chez Solzhenitsyn. C'était une photo très belle où on voit l'ancien persécuteur du KGB et l'ancien dissident qui s'était à un moment donné laissé un peu manipuler, mais très subtilement dans le Vermont, qui se serrent la main car ils sont 2 grands Russes. Et ils le savent et ils se reconnaissent comme 2 grands Russes. Et on voit d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi l'œuvre de Solzhenitsyn, après même que Bernard-Henri Lévy ait écrit l'adieu à Solzhenitsyn, pour ceux qui ont lu son œuvre jusqu'au bout, on voit que même si on pensait qu'il s'était laissé manipuler par les Américains dans cette espèce de guerre froide, en fait il les a bien roulés dans la farine, pour ceux qui ont lu par exemple, et je vous le recommande, 2 siècles ensemble, traduit en français et achetable chez Fayard. C'est très très éloquent, et là c'est là que moi je respecte Solzhenitsyn. Vous voyez. Et je voulais dire, pour compléter ce que dit Alain, je recommande également, c'était publié, je ne me souviens plus mais c'est des textes publiés par Solzhenitsyn dans les années 80, où il annonce Poutine. Et justement, où la presse américaine le descend en flammes, parce qu'il dit, pour se redresser, il pense déjà à ça en 1980, si un jour la Russie se redresse, elle aura besoin d'un pouvoir autoritaire, et en gros, il écrit le programme de Poutine. C'est très intéressant, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, et il y a une réaction justement, et après il écrit plusieurs textes pour se justifier, parce que du coup la presse américaine dit mais qu'est-ce que c'est que ça, le fascisme. En fait, Solzhenitsyn est russe de A à Z, voilà. Et tout son amour et toute son énergie va à la Russie. C'est pas comme nos élites françaises à nous, qui passent des alliances parfois avec des puissances étrangères, mais c'est pas pour aider la France, comme a pu le faire De Gaulle à une certaine époque, c'est vraiment par soumission et allégeance et fascination. Et c'est pas du tout la même salade, quoi. Je veux dire. Et moi, ce qui est admirable chez Solzhenitsyn, c'est pas quand il va chercher son prix Nobel tardivement, là, parce que là, on sait très bien que tout ça, c'est de la manipulation politique et idéologique. Mais c'est qu'il rentre en Russie après, il continue son œuvre, il critique l'Occident vertement. Il est en fait un Russe de A à Z, quoi, hein, voilà. Donc, et ça nous manque un peu chez nous. On peut aller en Amérique, mais il faut en revenir. Et là, les autres, ils se sont perdus là-bas. Hein, voilà. Enfin, pour finir sur cette 3e partie sur les principes de gouvernement, je voudrais, vous avez compris que j'étais un grand admirateur de Poutine.
Donc je voudrais dire que le relèvement de la Russie n'aurait pas pu avoir lieu sans Poutine. Bien sûr, il n'aurait pas pu avoir lieu sans le peuple russe. Il y avait une volonté déjà qui se voyait dans l'arrivée de Primakov au pouvoir. Mais le personnage de Poutine est quelque chose de vraiment fascinant. C'est un peu le modèle d'homme politique. C'est quelqu'un comme ça qu'il nous faudrait en France. Je ne me prive pas pour le dire. C'est à la fois un patriote ardent, quelqu'un qui aime son peuple. Il faut écouter Poutine parler de la Russie, parler du peuple russe. Il n'y a pas de mépris. C'est le type même du patriote désintéressé, et c'est quelqu'un, et ça vraiment pour moi c'est une vertu suprême, qui est capable de s'effacer devant la cause qu'il défend, c'est-à-dire la Russie. Poutine aurait pu prendre un 3e mandat, un 4e, un 5e. Il contrôle quasiment l'ensemble de la Douma. Donc il pouvait faire passer une loi qui lui autorisait à faire un 3e mandat. Les Russes n'attendaient que ça. Comme Bouteflika, vous voyez. Ouais. Non mais en plus les Russes n'attendaient que ça. Personne en Russie lui aurait fait le reproche. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il estime qu'aujourd'hui la Russie a besoin d'institutions solides et qu'il doit donner l'exemple. Et parce que c'est un juriste aussi, parce que c'est... Bon, donc c'est vraiment... Et il est accepté de prendre le poste de Premier ministre. Alors on peut dire après, oui mais Medvedev est un pantin. Honnêtement, je ne le pense pas. Je veux dire, quand il y a eu la conférence de presse à Moscou, où il y avait... Donc Sarkozy est venu en urgence et Medvedev... celui qui avait l'air le plus ridicule des deux, c'était pas Medvedev. Hein. Et moi, je veux bien admettre que le pouvoir en Russie, il a été plus ou moins confisqué par une élite patriotique. D'accord. Mais il faut aussi admettre que cette élite patriotique, elle n'a qu'un seul but, c'est le bien de la Russie. Ou tout du moins ce qu'elle croit être le bien de la Russie, si on veut vraiment relativiser. Mais moi, je pense que c'est le bien de la Russie. Et cette notion de sacrifice, cette notion de se dire que cette fois on lâchera pas les rênes, c'est pour moi exemplaire. C'est un modèle de ce qui devrait être fait en France et c'est ce que j'attends également. C'est pour ça que je pense que c'était intéressant. Donc c'était le but de mon exposé, c'est de vous montrer que même une nation qui est descendue aux enfers peut se redresser et très vite. Et qu'il n'y a aucune fatalité, ni démographique, ni oligarchique, ni quoi que ce soit, et que, bon, faut pas non plus trop croire à l'homme providentiel, parce que c'est un peu aussi une faiblesse de caractère, mais en même temps, si la Russie a réussi à en sortir un, peut-être que nous, on réussira à en sortir 1, 2, 3 ou 4, et que tout est possible. Tout est politique et tout est volonté politique. Et donc, en guise de conclusion, je vous dirais que la Russie que Poutine a redressée pendant 8 ans et Medvedev pendant 1 an, c'est celle qui vient de mettre un coup, à mon avis, humiliant et définitif au militarisme américain dans le Caucase. Et qui fait que cette fin d'été et cet automne 2008, ce sera pour l'histoire de l'humanité un tournant extraordinaire. Et pour l'Amérique, quelque chose de pire que le 11 septembre. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais pas, c'est nos organisateurs, on a combien de temps avant le déjeuner pour les questions? Quelqu'un peut le sait ou pas? Non, c'est un peu la débandade. Bon, allons-y. Ouais. Pouvez-vous nous en dire plus sur les liens de l'oligarchie et de la mafia russe et Israël? Deuxième question, Poutine a-t-il ou son successeur joue-t-il la carte religieuse et son aspect nataliste très important pour la Russie, c'est-à-dire la lutte contre l'avortement? Donc sur la première question, en fait, la mafia est devenue puissante par l'absence du pouvoir. En fait, la nature ayant horreur du vide, quand la police n'est plus payée, les forces de l'ordre disparaissent. Il faut savoir qu'en plus, après le putsch de 91, qui avait été fait par le patron du KGB, Yeltsin s'est toujours méfié du KGB. Donc il a cassé les reins de son successeur, le FSB. Et donc en privant la Russie d'un moyen de combattre justement le crime organisé. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, au moment des privatisations, je ne vais pas vous refaire le processus complet de privatisation, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient de l'argent en Russie pour acheter justement ces privatisations. Donc l'argent venait soit de la mafia, soit de l'étranger. Donc ce qui fait que la finance américaine, pour pas dire plus, a prêté beaucoup d'argent en fait à des gens qui ont pu racheter des pans entiers de l'économie russe pour une bouchée de pain.
soit parce qu'en fait, avec le système de privatisation, chaque citoyen russe en fait recevait des vouchers, en fait, où il était propriétaire d'une partie de son usine, par exemple. Et le fait est que les Russes savaient même pas ce que c'était, quoi. Et donc ils vendaient ça, ils donnaient ça pour une bouteille de vodka, et il y avait des fonds spéciaux qui avaient été créés pour acheter, et ils se sont fait déposséder. Ensuite, les gens qui entouraient Yeltsin obtenaient des privatisations à prix d'amis. Je crois que la Gazprom, qui est le premier réserve de gaz mondial, a été privatisée pour 80 millions de dollars, si je me souviens bien. C'est ridicule. Hein. Donc voilà un peu comment donc si vous voulez, cette période d'anarchie a fait que les seules personnes capables d'acheter les biens de la Russie, c'était soit des gens en lien avec l'étranger, soit des mafias. Voilà un peu comment ça s'est passé. Et la reprise en main du patrimoine industriel russe a été quelque chose de progressif qui dure encore. Mais de toute manière, à partir du moment où vous reprenez la force publique, c'est ça quand même qui est... Khodorkovsky, quand il s'est fait arrêter, c'était l'homme le plus riche de Russie. Il pesait des milliards. Il dépensait, je crois, par mois 30 millions de dollars pour payer une société de communication américaine. Il se croyait intouchable. Exactement comme Khodorkovsky, il dit, mes amis sont américains, on ne peut pas me faire de mal. Mais quand les forces spéciales russes arrivent, là, le groupe Alpha débarque dans son avion pour l'arrêter, il n'y a rien qui peut le protéger. Contre la loi, contre le pouvoir démocratiquement élu. C'est ça aussi, c'est la leçon, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'en face de nous, on a des puissances d'argent, de milliards, que si jamais on a un chef qui... digne de ce nom, c'est l'ordre public, c'est la force publique, et il n'y a rien qui peut s'opposer à ça. Voilà. La deuxième question sur l'Église orthodoxe. Donc, il y a eu un grand retour de l'orthodoxie en Russie après la chute de l'Empire soviétique. C'est assez paradoxal parce que une partie de l'orthodoxie a collaboré avec le pouvoir communiste. Certains étaient même officiers du KGB, si je me souviens bien. Mais en fait, la demande, elle est surtout venue des fidèles. En fait, il y a eu un renouveau, et c'est là où on se dit qu'une église résiste mieux dans la persécution que dans la collaboration. Et il y a vraiment un besoin spirituel qui s'est ressenti et qui est que l'Église, d'ailleurs, je pense, l'Église orthodoxe est un peu dépassée par ça d'ailleurs. Mais c'est quelque chose de réel. Les églises sont pleines. Faut aller à une Pâque russe. Pourtant, la messe dure 3 heures debout. Il y a du monde. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a un redressement moral qui doit être. Et l'Église orthodoxe a également beaucoup d'influence. Elle a obtenu de MTV notamment la suppression de certains programmes. Sinon, la chaîne allait fermer. Et d'après ce qu'on m'a dit, moi ce que j'attends de Poutine aujourd'hui, c'est qu'il ait le courage, par exemple, de fermer les chaînes comme MTV, qui sont des armes de destruction massive des âmes. Hein. Et maintenant, lui, il a tous les pouvoirs. Maintenant, est-ce qu'il va s'attaquer à ça? C'est ce que j'attends de voir. Mais a priori, il est en train de le faire, puisque il y a les programmes stupides sur MTV, notamment, seront supprimés à partir de janvier. Il n'y aura plus que des clips. Et l'étape suivante, ce sera de supprimer les clips aussi, parce que c'est bien avilissant. Voilà. Et il y a aussi également, en fait, l'âme russe est forte quand même. Hein. Moi, je l'ai constaté. Elle résiste. Elle résiste. C'est-à-dire que vous pouvez même, quand je suis arrivé en Russie il y a 9 ans, il y avait des clips de rap, des machins, mais ça n'a pas vraiment pris, quoi. Et malgré tout, le Russe, même l'employé de banque, le week-end, il met sa chapka, il prend son fusil. Vous êtes dans la forêt en région de Moscou, il y a des ours. Hein. Donc c'est ça pour l'apprécier, il faut venir le vivre en Russie, mais il y a quelque chose de vraiment... si vous voulez, c'est dur. Les Russes, par exemple, la plupart ont lu l'école soviétique, leur faisait lire Alexandre Dumas, leur faisait lire nos grands auteurs français, Balzac, qui connaît souvent mieux que les Français. Et ils disent souvent, quand ils viennent en France ou quand ils rencontrent des Français, ils ne rencontrent pas leurs héros. Mais vous, si vous avez lu Pouchkine, Dostoïevski... Le système éducatif soviétique, on doit le reconnaître, était de très bonne qualité. Et ça, c'est un truc à mettre à l'actif de l'Union soviétique, même pour les anticommunistes hystériques que je connais dans le camp nationaliste. Les valeurs étaient très saines. Hein. C'était la solidarité, le collectif, l'antimercantilisme, la discipline, bien sûr, le respect des élites légitimes, le don de soi. Il y avait des choses très très saines. Et même, je crois, Jean-Paul II, polonais anticommuniste hystérique, une fois qu'il a été un peu occidentalisé, a dit il y avait de bonnes graines, il a dit la phrase, il y avait des bonnes graines dans le communisme, il a compris. Et là-dessus, il faut bien comprendre que ce qui sauve aujourd'hui la Russie post-communiste, c'est le fait que
que Elstine ait été formé, Poutine était formé par l'école soviétique et par le KGB, ce qui fait de lui un patriote, un homme structuré avec des valeurs, et que malheureusement en France, la vraie question c'est où allons-nous trouver ces élites dormantes quand on voit comme tout a été dévasté. Au moins c'est grâce au KGB aujourd'hui que la Russie orthodoxe éternelle renaît. Ce sont des paradoxes historiques qui sont très intéressants pour les gens qui sont un peu dans l'essentialisme binaire. Souvent les gens d'extrême droite sont assez peu aptes à la dialectique, ce qui les rend très très manipulables. C'est qu'effectivement c'est grâce aux acquis de l'Union soviétique, qui en valeur absolue sont des acquis de droite d'une certaine manière, hein. C'est la droite des valeurs, c'est ça qui est assez étrange, même si elle était au service de la gauche sociale, qui fait qu'aujourd'hui la Russie éternelle orthodoxe peut se relever. Et ça c'est intéressant de se mettre ça dans la tête. J'en parle d'autant plus librement que je suis d'une famille réactionnaire anticommuniste, donc ça me permet de parler des bienfaits de l'Union soviétique en toute décontraction. Et c'est vrai que notamment il y a les fêtes par exemple qui datent de l'Union soviétique. Par exemple, le 23 ou 22 février c'est la fête des hommes, c'est charmant. Donc là les femmes sont très gentilles avec vous. Mais en fait c'est la fête des achitniks en fait. C'est la fête des protecteurs. Et donc dans les sociétés, il y a des tableaux avec les types avec leur uniforme de service militaire ou et les héros ce sont ceux qui ont servi dans l'armée. Et c'est également intéressant du point de vue sociologique qu'elle aime bien, c'est qu'en Russie l'homme russe est vu comme un protecteur de la patrie. Et notamment une femme pourra beaucoup pardonner à un homme de picoler, de la tromper, etc. Mais pas de pas être un protecteur. C'est-à-dire c'est doit être un zachitnik, c'est très important. Et cette fête, c'est la fête des zachitniks, et c'est également la fête de l'armée rouge. Donc il y a des choses qui sont, que moi en tant qu'occidental, français, j'ai écouté la leçon d'avant, en tant que français, j'apprécie en fait. Il y a des valeurs saines, et certaines valeurs viennent de l'époque tsariste, d'autres viennent de l'Union soviétique, et ma foi, c'est assez séduisant. Encore une question. Où en est-on de la reconstruction de l'outil industriel de la Russie? Alors c'est une bonne question. L'industrie, donc on va prendre donc tout ce qui est secteur, tout ce qui est primaire, c'est-à-dire tout ce qui est secteur de production d'énergie, gaz, pétrole. Bon, c'est un secteur qui a beaucoup souffert du manque d'investissement. La Russie commence seulement à rejoindre son niveau de production de l'époque soviétique. Ça a manqué d'investissement d'ailleurs parce que les oligarques préféraient s'acheter des villas à 500 millions d'euros sur la Côte d'Azur plutôt que d'investir dans la production. Donc ces oligarques, encore une fois, qu'on montrait comme des espèces d'avant-garde progressistes, en fait pillaient les biens russes, pillaient le patrimoine russe pour leur petit plaisir, leur jet privé, leur bateau, leur club de foot, etc. Mais aujourd'hui, en fait, ça réinvestit. Et notamment, quelque chose de très positif, c'est que notamment nous, en tant que Français, Total